Bonjour Lydiane, je vous remercie une autre fois de travailler avec nous sur ce cycle de Karl Einstein. Et je vous demandais quelques explications de qui est Lily Meffre. Eh bien, donc je viens de France, je suis professeur des universités, germaniste, c'est-à-dire agrégé d'allemand, j'ai fait 2 thèses en histoire de l'art, en études germaniques, et j'ai fait une carrière universitaire, donc je suis professeur depuis de nombreuses années. Et je me suis spécialisée donc dans justement l'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'histoire de l'art et les études germaniques, l'histoire des idées, et l'histoire de l'art, avec également ce qu'on appelait l'étude de réseaux de sociabilité qui se sont créés au début du siècle avec le rôle qu'a joué Karl Einstein, justement, dont je suis devenue la spécialiste française, par tout un itinéraire, comme je l'ai expliqué dans mon livre publié en 2002, Karl Einstein, itinéraire d'une pensée moderne, c'est-à-dire qu'il y a eu justement tout un cheminement de la part de cette grande individualité que fut Karl Einstein, né en 1885 en Allemagne, à Neuwied, et qui très tôt a été attiré par la France et surtout par Paris, avec cette éclosion des avant-gardes qui, à Paris, évidemment, ont été particulièrement fascinantes, productives et qui drainaient beaucoup d'avant-garde de toute l'Europe à l'époque. Voilà, Berlin était l'autre pôle. Donc Einstein a vécu à Berlin, il a fait quelques études à l'université, mais déjà un esprit contestataire qui n'a jamais passé aucun examen, qui n'avait eu aucun diplôme, et qui très vite donc, a fait du journalisme, a édité des revues, qui est venu à Paris dès 1905-1906, et là il a lié amitié avec les cubistes, c'est-à-dire Picasso, Gris, Braque, et surtout cette amitié qu'il a développée avec toutes les personnalités qui ont marqué l'époque, aussi bien en peinture qu'en littérature, et également avec le grand marchand des cubistes que fut Daniel-Henri Canneveller. C'est le début de son activité, disons, voilà. Et pour brosser le tableau rapidement, donc il a une activité très importante à Berlin, avec beaucoup de publications dans la revue créée par son beau-frère Franz Pfemfert, la revue Die Aktion. Il y avait à cette époque 2 revues expressionnistes, Die Aktion, qui était un peu plus de gauche, anarchisante, et Der Sturm de Herwart Walden, qui avait également une galerie d'exposition. Et là, à Berlin, ont été exposées, avant la Première Guerre mondiale déjà, beaucoup d'œuvres françaises, tous les cubistes, plus des futuristes italiens, plus d'autres de Rhin en particulier, Matisse, qui était extrêmement apprécié en Allemagne. Donc des expositions à Berlin, mais Einstein venait régulièrement, très régulièrement à Paris. Il a fait la Première Guerre mondiale avec un séjour à Bruxelles, où il a pris part justement à la révolution à Bruxelles, au Conseil des soldats à la fin de la Première Guerre mondiale. Rentré à Berlin, où il a aussi participé à la révolution Spartacus. Des problèmes, il a écrit cette pièce de théâtre que nous avons eu le grand privilège ici à Lisbonne de voir pour la première fois à l'étranger représentée, c'est-à-dire mise en scène, enfin pas représentée totalement, mais mise en scène, extrêmement bien. Donc cette pièce de théâtre en 1921, donc Die schlimme Botschaft, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle, le contraire de la bonne nouvelle de l'Évangile, a fait que par la critique de la société de la République de Weimar, il a été accusé de blasphème et il a eu droit, entre guillemets, à un procès pour blasphème, le premier de la République de Weimar. Alors après ce procès pour blasphème, avec la montée de l'antisémitisme en Allemagne, Einstein se sentant de plus en plus à l'étroit, comme il a écrit souvent, est venu s'installer définitivement en France en 1928. Voilà. Donc je m'arrête peut-être là et puis je vais jusqu'au bout de son itinéraire. Je vais vous demander quelle est l'importance de sa pensée sur l'art, de la pensée d'Einstein sur l'art et le cubisme dans l'histoire de l'art.
Alors sa pensée est essentielle, c'est-à-dire qu'il a été vraiment le plus grand théoricien de l'art moderne du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle, puisqu'il a eu à la fois l'audace et le courage et la lucidité de publier en 1926 déjà, donc dans la très belle collection Propyläen Verlag à Potsdam, un ouvrage intitulé Die Kunst des 20. Jahrhunderts, c'est-à-dire l'art du XXe siècle. Alors en 1926, c'est évidemment un tour de force. Et ce qui est un tour de force également, c'est de constater, tant d'années après, qu'il avait fait un choix définitif. C'est-à-dire qu'il avait déjà choisi les peintres les plus marquants, les œuvres qui allaient rester, parce que d'une part, il allait dans les ateliers des artistes, il les connaissait personnellement, il choisissait lui-même enfin, les œuvres qu'il voulait reproduire, et déjà, il a donc théorisé le cubisme donc, dans sa grande conquête de l'espace, c'est-à-dire qu'il a très bien expliqué, et justement au moment où le cubisme n'était pas toujours très bien compris, très bien reçu par le public, il a montré que les cubistes donc, cherchaient à faire entrer l'espace dans la toile à 2 dimensions. Tout le défi des cubistes, effectivement, c'était de faire entrer l'espace, créer l'espace. Et il a théorisé donc le cubisme en montrant que la vision cubiste était une vision extrêmement productive, positive. Et il a parlé de réalisme subjectif, c'est-à-dire que c'est l'artiste qui, par le fait de voir, de regarder, crée la réalité. Voilà. Alors il y a 2 phases du cubisme, le cubisme analytique, la première phase, et la deuxième phase, le cubisme synthétique. Mais dès le départ, Einstein a été le grand compagnon de route des cubistes, en expliquant très exactement quel était l'enjeu du cubisme. Et lui-même a écrit, une prose cubiste dès 1906-1909, le fameux petit roman qu'il a intitulé Anti-roman, c'est-à-dire qu'il n'avait plus du tout de ressort psychologique comme les romans traditionnels, Bébuquin ou Les dilettantes du miracle, le dilettante étant une figure à l'époque extrêmement, fréquente dans la littérature anglo-saxonne aussi, à la fin du XIXe siècle, et en Europe, donc Les dilettantes du miracle, qui est un essai de prose cubiste, comme il le décrira, il expliquera à Daniel-Henri Kahnweiler dans une lettre fameuse en 1923. Karl Einstein est un auteur qui est très engagé politiquement. Oui. Et je veux vous poser la question, quelle est la relation de sa conception de l'art et de sa conception de la politique, de l'action politique, cependant toute sa vie? Absolument, absolument. Tout à l'heure, j'évoquais brièvement donc, sa carrière, je dirais, jusqu'à son installation en 1928 en France, mais la dernière partie de sa vie sera consacrée justement à la lutte pour la liberté en Espagne, c'est-à-dire que dès 1936, il laisse tout ce qui fait sa vie à Paris, ses manuscrits, ses amis, son activité professionnelle, et il part en Espagne donc combattre pour la liberté dans la colonne d'Urruti, c'est une célèbre colonne anarchiste d'Urruti. Il restera jusqu'en 1939, jusqu'à la fin de la guerre d'Espagne. Il rentrera en France avec les derniers combattants. Mais ceci pour répondre à votre question, c'est que Karl Einstein a toujours été engagé. C'est-à-dire que pour lui, l'art, ce n'est bien sûr surtout pas l'art pour l'art, c'est-à-dire ce qu'il appelle les trucs, les bibelots. Ce sont les mots français qu'il emploie de façon justement ironique et dépréciative. Pour lui, l'art doit créer la réalité, comme je disais tout à l'heure à propos des cubistes. Et l'artiste, pour lui, c'est un démiurge. C'est quelqu'un qui, chaque jour, comme il le dit souvent pour Braque ou pour Picasso, recrée le monde. C'est-à-dire à la fois donne la pleine dimension de la liberté humaine qui s'affirme dans la création. L'homme est libre, il faut que sa liberté, il la conquiert tous les jours, mais il est aussi créateur, inventeur d'une nouvelle forme de société. Alors là, entre aussi dans cette conception la découverte par Karl Einstein de l'art africain.
c'est-à-dire l'art nègre comme on disait à l'époque. Et c'est lui qui en 1915 a publié la première analyse formelle de l'art africain sans ethnocentrisme, c'est-à-dire c'était vraiment une analyse extrêmement pertinente qui encore aujourd'hui a gardé toute son actualité. C'est-à-dire que pour lui, l'art existait, et non pas seulement en Occident, mais partout où l'inventivité humaine, où la créativité humaine avait réussi à prendre forme et s'était concrétisé. Alors pour lui, l'art et l'engagement vont de pair, c'est-à-dire art et politique. Pour lui, ce sont les deux pôles de sa vie. Et quand il va en Espagne, justement, il écrit à Canveller, son grand ami, avec lequel il a toujours échangé des idées, il a toujours lutté sur le front de l'art moderne. Il lui écrit d'Espagne qu'en fait, il a compris qu'il fallait laisser le stylo, c'est-à-dire la plume, l'écriture, pour prendre le fusil, pour défendre la liberté, mais la liberté de créer. Et ici, je suis là en Espagne avec mes compagnons, c'est pour que mes amis à Paris, les cubistes, les intellectuels, les écrivains, puissent continuer d'écrire et de créer leurs œuvres. Voilà. Donc l'engagement, pour lui, c'est essentiel. Et engagement social également, c'est-à-dire que dans les années 20 et 30, il conçoit la montée des masses. Il voit bien qu'en URSS, enfin en Russie à l'époque, aux États-Unis sous une autre forme, et dans les différents pays européens, il y a une montée des masses, un changement des formes de vie, qu'il voit très bien interprété par Fernand Léger, c'est-à-dire la mécanisation, l'industrialisation, qui rend l'homme semblable à une machine, c'est-à-dire il parle de l'homme-machine, de l'homme-robot, il voit une transformation de la société, et l'art a aussi son rôle à jouer dans ce qu'il écrit. Il y a une chose que pour moi c'est très étonnant, qu'en avant des amis que Karl-Heinz avait, comme Canveller, pourquoi n'a-t-il cherché d'aller hors de l'Europe? Il a décidé de rester jusqu'à la fin de sa vie, qu'il se quitte en 1940. Quelle est votre interprétation de ça? Pourquoi Karl-Heinz a décidé de rester ici? Eh bien, écoutez, Einstein était européen. Européen, c'est-à-dire non seulement de sol, puisqu'il est né, comme je le rappelais, en Allemagne, dans une famille juive d'ailleurs. Il faut le préciser aussi parce que ceci a eu évidemment une incidence sur la fin de sa vie, mais parce qu'il était fondamentalement européen, c'est-à-dire qu'il a refusé d'émigrer en Angleterre ou aux États-Unis, comme on lui a proposé. Il avait tellement d'amis, de relations, il aurait pu quitter l'Europe, aller comme beaucoup d'autres, partir en exil, mais il a défendu le sol européen. C'est quelqu'un qui, justement, en 1925, nous en avons parlé pendant le colloque que vous avez là, brillamment organisé ici, il avait édité avec son ami Paul Westheim, qui lui aussi était un grand connaisseur de l'art, qui éditait une revue importante. Ils ont édité un almanach en 1925 qui s'intitule Europa, c'est-à-dire l'Europe. Et cet almanach, cette revue, était un concentré de tout ce que les avant-gardes dans divers domaines produisaient dans le contexte européen. C'est-à-dire une Europe très large, une Europe qui allait de l'Oural jusqu'aux côtes françaises, une Europe extrêmement diversifiée. Mais il n'a jamais souhaité quitter l'Europe. Non, non, il était ancré dans la culture européenne. Et je crois que tout le monde est intéressé de savoir, parce que Einstein, c'est un auteur pluriel. Il a des œuvres de théâtre, il a en roman, il a des écrits sur l'art, des écrits plus théoriques. Vous pouvez parler un petit peu sur tous ces sujets-là, quelles sont leurs importances et qui a fait Einstein de ces sujets, de ces plusieurs sujets de la culture et de la pensée? Oui, alors justement, Einstein était une personnalité extrêmement riche, à l'esprit très curieux, très tourné vers toutes les formes d'art et de créativité. Il est certain que c'est un exemple assez rare de compétence et d'ouverture, non seulement
à la poésie, à l'écriture. Il se présentait parfois en français comme homme de lettres, ce qui est amusant, homme de lettres. Il a écrit une pièce de théâtre, il a écrit, donc, je vous disais, les meilleures analyses certainement de la naissance de l'art moderne, la découverte de l'art africain, des arts premiers, enfin primitifs, mais également aussi des textes d'analyse sociologique et politique. Et c'est quelqu'un, il faut le souligner également, qui a tout de suite compris l'importance des médias, des nouveaux médias, en particulier la photographie. Il était un visiteur assidu et très bienvenu du Bauhaus en Allemagne. Donc la photo avec Moho Linoche, les débuts, ses amitiés avec Florence Henry, la grande photographe qu'elle deviendra, qui s'installera à Paris. Également le cinéma, puisqu'il a tourné un film avec Jean Renoir. C'est-à-dire qu'il était co-scénariste et responsable artistique. Ce qui est une aventure assez particulière dans la mesure où le film qui a été tourné par Renoir, Einstein et leur équipe, distribué par les films Marcel Pagnol, a été le premier film néo-réaliste, comme on l'appelait par la suite, avec des éclairages naturels, tournés à l'extérieur, pas de maquillage, des acteurs non professionnels en partie, le grand décor du sud de la France, décor méditerranéen, tel qu'Einstein le souhaitait, puisque à la fin de sa vie, dans les années 30, aux années 30, il a redécouvert l'importance de la latinité, expliquait-il. Voilà. Donc quelqu'un qui s'est énormément intéressé aussi aux arts du spectacle. Par exemple, vous savez qu'il y a beaucoup aussi de peintres qui ont fait des décors de théâtre. Par exemple, pour les ballets russes à Paris, Diaghilev, Fernand Léger qui a aussi fait des décors de théâtre. Il y avait des artistes qui étaient aussi interdisciplinaires, aussi bien dans le domaine de la musique, Parade d'Eric Satie avec des décors de Picasso. Donc Einstein s'est beaucoup intéressé aux arts de la scène. Il avait des relations avec Friedrich Kiesler, qui a été aussi un des premiers à définir l'espace scénique, donc Raumbühne, et non plus le décor de théâtre. Mais il était aussi ami avec Heckroth, qui était lui décorateur de théâtre à Francfort. Donc, et c'est dans le cinéma, dans la mise en scène, dans la photo, ce sont effectivement tous ces champs nouveaux qui s'ouvraient dans la création plastique, contemporaine. Et justement, ce qu'il faut toujours souligner chez Einstein, c'est cette lucidité et cette réception immédiate des nouveaux courants, des nouveaux mouvements, et aussi de la possibilité de l'avenir de tous ces médias qui prenaient forme, disons, à cette époque. À cette époque. Mais vous croyez que l'œuvre la plus importante de Karl Einstein, c'est Nègre plastique? Et quelle est l'importance du concept de primitivisme dans la pensée de Karl Einstein? Il est capital, ce concept de primitivisme. D'ailleurs, Einstein, dans son art du XXe siècle, il faut que j'ajoute que la première version est sortie, donc, Propylienkunstgeschichte, en 1926. Vu le succès, il y a eu une deuxième édition en 1928 et une troisième en 1931, où Einstein, justement, introduit un nouveau chapitre concernant les surréalistes, c'est-à-dire Masson, Miro, Gaston-Louis Roux. C'est-à-dire que dans cette histoire de l'art moderne, un titre tout simple, Einstein a montré combien la modernité et le primitivisme allaient de pair. Il disait primitif oder aktuell sein, c'est-à-dire être primitif ou actuel, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une redécouverte de toute la valeur, l'énergie, la puissance des œuvres d'art primitives, et ce besoin des contemporains de créer d'une façon telle qu'ils
il y avait recours à ces formes et à cette psyché primitive. Pour lui, donc, primitivisme et modernité allaient de pair, dans la mesure où il fallait retrouver, et là, évidemment, il faut citer les travaux des différentes sciences contemporaines de Karl Einstein, à savoir la psychologie des profondeurs, comme disent les Allemands, c'est-à-dire la psychanalyse. Freud, par exemple, avait dans sa bibliothèque Nègre-plastique de Karl Einstein, c'est-à-dire la sculpture nègre. Freud s'intéressant aussi beaucoup aux arts primitifs. Eckhard von Sydow, qui a écrit une très belle aussi étude des peuples primitifs, Naturvölker, remerciait dans son introduction Karl Einstein pour sa découverte des arts africains et ses travaux et ses publications. D'ailleurs, Einstein était à Paris membre de la Société des africanistes. Il a été un des premiers membres de la Société des africanistes, c'est-à-dire au musée du Trocadéro, devenu par la suite musée de l'Homme, et maintenant au musée du Quai Branly, musée des arts premiers. Donc Einstein travaillait avec les ethnologues à Paris, et c'est ainsi qu'il a en fait créé une nouvelle histoire de l'art. On en a beaucoup, on n'en a pas parlé dès le début, mais maintenant avec le recul, on constate qu'évidemment Einstein a été à l'origine de cette nouvelle écriture de l'art. Il a intitulé plusieurs de ses articles dans la revue Documents qu'il a créée avec Georges Bataille, une revue très importante qui a beaucoup façonné la façon de voir des contemporains et qui répondait aussi à de multiples attentes par les interprétations diverses, les offres visuelles que cette revue était capable donc de mettre en scène aussi par la pagination, par la multiplicité des offres et la variété des sujets. Donc dans cette revue Documents, qui n'a été donc publiée que 2 ans, 1829-1930, dans cette revue, il a écrit un des premiers articles intitulé « Ethnologie de l'art moderne », titre que j'ai repris justement pour publier en 1993 tous les articles de Karl Einstein parus en français dans la revue Documents. Donc ce regard, pour reprendre l'expression de Michel Leiris, ce regard de l'ethnologue que portaient donc, les historiens de l'art contemporain, modifiait la perception des objets d'art, modifier en profondeur cette réception qu'avaient les contemporains et permettait de découvrir justement un art des arts différents mais complémentaires, en refusant de la part d'Einstein naturellement toute idée d'évolution. En art, il n'y a pas d'évolution. Il y a des retours cycliques, il y a mais il y a complémentarité, et il insistait sur le fait que tout début est très complexe, qu'il ne faut pas assimiler art premier, art primitif et art primaire, c'est-à-dire simpliste, gauche, élémentaire. Non. Et deuxième élément extrêmement important donc, dans sa façon de décrire l'histoire de l'art, c'est, comme nous le disions il y a quelques instants, le fait qu'avec ce développement des sciences nouvelles, en particulier donc, la psychologie et la psychanalyse, Einstein montre qu'avec le courant du surréalisme qui prend son essor, les artistes retrouvent des schémas archaïques et se mettent à l'écoute des couches profondes de la psyché humaine, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il appelle l'intervalle hallucinatoire, l'hallucination n'étant naturellement pas à prendre dans le sens clinique du tout, mais c'est-à-dire qu'il y a une perception directe, sans écran, sans poids de la civilisation ou de l'histoire ou de la société contemporaine, puisqu'en fait il a dès le départ complètement éliminé les traditions, à savoir la perspective, le poids de la religion, enfin bref. Il a donc dans ce travail-là montré que au XXe siècle, les artistes type Miro, Picasso, Braque, à la fois sont capables d'exercer un très beau métier, la notion de métier ayant quand même un poids très fort, et en même temps donc redécouvrir les couches archaïques de la nature humaine et
les archétypes collectifs. Il tient beaucoup justement à cette expression de la collectivité, ce qu'il voit très bien réalisé dans l'art africain par exemple. C'est-à-dire que là, l'œuvre d'art est l'expression d'une collectivité. Et dans l'article sur l'art primitif, un des premiers avant la Première Guerre mondiale, il parle de la masse qui deviendra l'artiste. C'est la masse qui sera l'artiste de demain, dit-il. Ce que vous nous disiez, je me rappelais, c'est que Einstein, c'est un esprit libre. Oui, tout à fait. Et elle avait d'une pensée extrêmement originelle. Mais comme esprit libre que n'a eu jamais en sens de finaliser sa thèse ou des études universitaires, comment sont les réseaux des auteurs qu'Einstein avait lus? C'est une question importante mais vaste. C'est vrai qu'Einstein a toujours été un esprit très, très libre. Alors Einstein se nourrit en fait d'une science typiquement allemande qui est la Kunstwissenschaft, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la science de l'art, avec de très grands représentants. Donc c'est une spécialité, je dirais, germano-autrichienne, enfin germanique, avec des très grands historiens de l'art comme Fiedler, Worringer, Helmholtz, il y en a vraiment un grand nombre. Pour Einstein, les plus importants ont été certainement Fiedler, Worringer, mais aussi il est très tributaire, de façon positive, de la pensée de Ernst Mach, qui était un philosophe physicien de l'école de Vienne et qui a publié 2 ouvrages qui ont révolutionné en fait aussi la perception des relations entre l'homme et son environnement, puisque Mach, dans son analyse des sensations, montrait que l'homme, aussi bien physique que psychique, enfin l'homme au sens général, der Mensch, comme disent les Allemands, était constitué d'éléments, et que ces éléments se composaient, se décomposaient, se recomposaient, donc il n'y avait plus de barrière entre le physique et le psychique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces relations de cause à effet. Ces relations mécaniques qui ont marqué toute la pensée jusqu'au XIXe siècle, et ce qui permet aussi à Einstein de très bien comprendre le cubisme. Quand les plans des cubistes se décomposent, comme vous savez dans la première phase cubisme analytique, donc il y a aussi la façon d'interpréter les objets s'ouvrent, le cubiste tourne autour de l'objet, le voit sous différents aspects, donc il y a cette conception de Mach. Alors ça, c'est fondamental pour la pensée d'Einstein, mais alors au point de vue, toute la Kunstwissenschaft, la liste serait trop longue, je ne vais pas énumérer, mais au point de vue littéraire, il a été très très amateur de littérature française, et en particulier Rimbaud, Mallarmé avec justement le fameux coup de dé, jamais n'abolira le hasard, la distribution des mots sur la page, la typographie des pages, l'écriture de Mallarmé, parce qu'Einstein a été quelqu'un qui a pratiqué l'écriture, mais d'une façon aussi extrêmement personnelle, et qui a créé très souvent d'ailleurs une langue à son propre usage, c'est-à-dire qu'il faisait fi de la grammaire et de la syntaxe de la langue allemande, créant des mots pour exprimer mieux sa pensée, essayant d'approcher au maximum justement les nouvelles sensations de l'espace pour donner un équivalent, disait-il dans la lettre à Kahnweiler, un équivalent linguistique des sensations que les cubistes rendaient dans leur tableau. Alors il y a toute la littérature française, d'ailleurs à ses débuts à Berlin, je disais qu'il avait très vite été éditeur de revues, qu'il avait fait du journalisme, qu'il avait publié beaucoup de petites revues, mais sa première revue s'intitulait Neue Blätter, et surtout faisait connaître la littérature française. Il a été un très grand admirateur de Gide, auquel il a d'ailleurs dédié le roman Bébuquin ou Les dilettantes du miracle, donc publié in extenso en 1912 dans la revue Action de son beau-frère. Donc Gide, Claudel également, qu'il a fait connaître en Allemagne très vite. Alors vous voyez, Claudel qui fut un auteur catholique, mais pas de préjugés chez Einstein. Il va voir de près quelle est la dimension d'un auteur, et pour Claudel, c'est cette dimension théâtrale, épique.
Donc surtout la littérature française. Et puis alors en Angleterre, il avait été aussi très attiré à un moment donné par Vathek, le fameux, voilà, nous en avions parlé, dont il y a quelques œuvres évidemment qui l'ont intéressé, mais c'est surtout la littérature française et la poésie qui l'a particulièrement marqué, disons. Okay. Voilà. Une dernière question pour terminer, c'est cette colloque que l'Université lusophone a organisé avec la mise en scène pour la première fois de Schlimme Botschaft et sa traduction, avec la mise en scène des Landesverwissen de Juan Allende de Blin, et le colloque, la projection du film. Quelle importance a-t-il ce cycle qu'a dédié l'université avec votre aide dans les études de Karl Einstein? Bien, écoutez, ce fut une réussite, c'est vraiment une entreprise que j'ai trouvée très audacieuse, très courageuse et particulièrement innovante, c'est-à-dire ne pas simplement montrer un film sur Karl Einstein ou faire un colloque, comme on en fait multiples depuis longtemps. Ce fut vraiment une entreprise extrêmement originale et qui a permis de montrer toutes les dimensions justement de l'œuvre de Karl Einstein. La question que vous me posiez en début, Einstein a été actif sur plusieurs fronts. Et là, sur le front donc la création littéraire, l'art, la politique, et justement des Landesverwiesen, avec le libretto de Jean-Pierre Faye, le philosophe français créateur de la revue Change, dans les années 60, qui a eu aussi un impact très important. Justement, les proscrits, donc en fait, des Landesverwiesen, proscrit, a eu cette portée politique donc, qui est claire. Et la mise en scène de Die Schlimme Botschaft, le film de Tony, et pour compléter la réflexion théorique donc, pendant le colloque international sur Einstein, j'ai trouvé que c'était vraiment une approche la première en fait aussi complète de Karl Einstein, et l'université lusophone de Lisbonne de ce point de vue-là a vraiment innové et a vraiment fait une œuvre extrêmement intéressante et importante pour la connaissance et l'approche de la pensée de Karl Einstein et des réalisations de Karl Einstein. Okay. Et au nom de l'Université lusophone, je vous remercie une autre fois et on espère que cette collaboration va développer dans un futur proche. Merci. Écoutez, bien. Moi, je vous remercie aussi infiniment parce que vraiment la collaboration a été d'une très grande qualité, d'une très grande fidélité dans l'esprit et vraiment d'une qualité remarquable. Merci pour l'invitation et surtout pour la réalisation. Merci bien.